La charge, la lourde charge d'éduquer les enfants, c'est un véritable combat. Laetitia, j'ai encore envie de te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Quand j'ai vu le titre de ton livre, j'ai dit non, il faudrait que les femmes qui nous écoutent puissent savoir qu'il y a une femme au nom de Laetitia qui a vécu une histoire, j'ai envie de dire, une histoire qui est propre à elle, mais une histoire assez édifiante, Laetitia. Raconte-nous d'où t'est venue l'inspiration d'écrire tout un livre. Je rappelle que c'est le deuxième. Est-ce que c'est à chaque fois de l'auto, je ne sais pas comment je peux le dire, de ta biographie, l'autobiographie? Est-ce que c'est tout le temps pareil? En fait, oui, je parle plus souvent de moi, de mon vécu personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Mais beaucoup de gens n'osent pas en parler. Ben moi, j'en parle. Tu couches ça dans un livre pour inspirer. Tout à fait. D'ailleurs, Mandong et moi avions pris plaisir à lire ce livre. Et franchement, ce qu'on a découvert, c'était absolument magnifique. Surtout au niveau de la préface. Franchement, le combat du maire, quand on a lu, on a compris qu'il est très 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 compliqué parfois pour les hommes de comprendre le combat de l'autre. Parce que quand vous êtes dans une situation, très peu comprennent votre combat. Il n'y a que vous et votre Dieu. Et c'est votre Dieu qui vous a solidifié et qui vous a aidé dans cette situation. Racontez-nous un peu en quelques mots votre histoire. En fait, c'est une histoire compliquée, avec les hauts et les bas, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés. Vraiment, il fallait Dieu pour ça, hein, parce qu'à un moment donné, il fallait baisser les bras, mais l'idée je ne l'acceptais pas. Tout le monde me disait, non, mais il faut arrêter, vous n'allez pas bien, c'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Moi, je disais, si, ça va être possible. Impossible mais pas camerounais, je disais toujours. Impossible mais pas camerounais, ça va être possible. Je me suis retrouvée devant des grands professeurs qui m'ont sorti le médaillon, m'ont dit des tas de trucs. J'ai dit, vous savez quoi? Et si tu nous parlais déjà du fait? Parce que là, on va rappeler aux auditeurs que tu parles de ton enfant. Tu es tombée enceinte. Oui. Mais en fait, je suis tombée enceinte avec beaucoup de difficultés. En fait, déjà, donc, je vais commencer vite fait. Je souffre un peu de problèmes d'infertilité, en fait. Donc, beaucoup de gens sont concernés. Donc, la plupart des femmes, bon, il y a des hommes aussi qui en souffrent, mais malheureusement, les hommes n'en parlent pas. Donc, c'est un peu tabou. Moi, je viens pour en parler, pour que les gens sachent que cette pathologie, cette maladie, je ne sais pas comment l'appeler, touche les hommes et les femmes. Le plus souvent, quand c'est l'homme qui est concerné, on accuse la femme, alors que la femme y est pour rien. Mais quand cette dernière va à gauche, elle vient avec un enfant. Le monsieur pense que c'est son enfant, alors que ce n'est pas son enfant. Le monsieur a un problème. Donc moi, je suis concernée de ce problème-là. Alors j'avais du mal à tomber enceinte, mais j'y savais pas, jusqu'au moment où j'ai commencé à désirer avoir un enfant. Alors que je vais voir un gynéco, il me raconte des tas d'histoires. Oh, vous avez un problème de trompe, vous avez un problème de si, c'est pas possible, vous ne pouvez pas tomber enceinte. J'ai dit, ah bon? Il me dit, non, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Alors, il me fait quelques examens et après, il me dit, oh là, pour vous, c'est très compliqué. Ablation de l'utérus. J'ai dit, pardon. Waouh! Waouh! Ablation, ça veut dire on enlève complètement l'utérus. Oui, voilà, il me dit, ablation de l'utérus. J'ai dit, vous êtes sérieux? Il me dit, oui, oui. Ok. J'ai dit, d'accord, ben, si c'est ma douleur, ma part de pénitence, ok, je vais prendre ça comme ça. Je rentre chez moi, je réfléchis, je cogne la tête à gauche, à droite. Et après, quelques jours plus tard, après les examens, on a programmé l'opération et tout. 2 jours avant l'opération, c'est comme si Dieu venait me parler, mais bouge-toi un peu, c'est pas ton cas de dormir. Alors tu te lèves ici, tu prends ta douche, tu te poponnes, tu vas voir ton ancien gynéco que tu as laissé de l'autre côté. Alors je téléphone mon ancien gynéco, je lui explique la situation, il me dit, mais non, c'est pas possible, venez me voir. Je vais le voir, il me fait la consultation, il me dit oui. Évidemment, il y a un problème, mais de là à l'ablation de l'utérus, c'est du n'importe quoi. Il suffit simplement qu'on vous fasse un raclage, et après vous allez tomber enceinte. J'en revenais pas, hein. Il me disait, il suffit simplement un raclage, et après vous tombez enceinte. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit oui, parce que je le connais depuis pas mal d'années, hein, mon ancien gynéco. Alors, après il me fait les examens, on prend rendez-vous pour l'opération. On m'a opéré le matin à 10h. 18h, j'étais chez moi.
C'était comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, je suis tombée enceinte. Donc, voilà. C'est tout ça. Et vous ne connaissez même pas l'histoire. Je suis tombée enceinte, je retourne donc avec l'ancien gynéco qui a dit qu'il fallait qu'on l'ablation. Je dois passer, je lui dis, et tout, il me fait les... On n'en parle pas de sujet. Enfin, il ne veut même pas aborder le sujet. Moi aussi, je dis, bon, entre parenthèses, je mets ça entre parenthèses, donc on n'en parle pas. On continue. La grossesse, les tests, tout se passait bien, mais j'avais toujours la peur en moi. Je me disais, mon Dieu, peut-être que j'ai fait une fausse couche, peut-être que je n'arriverai pas à terme avec ma grossesse. J'étais tout le temps dans mes états, quoi. Et après, les gens m'ont dit, non, ressaisis-toi, calme-toi, tout ira bien. J'ai commencé donc à espérer que tout irait bien. J'ai pris, ma Bible était devenue... C'était mon souffle au quotidien en fait. Il fallait tout le temps que je tienne ma Bible, que je lise la Bible, parce que j'étais dans tous mes états. C'était ma toute dernière chance d'avoir un enfant. Alors si je n'avais pas d'enfant, la cata. La cata, vraiment. La fin d'une vie. Enfin, je ne sais pas, moi je me dis, ça y est, tout le monde a des enfants sauf moi. Quand je vois tous mes amis, ils me disent, mais pour toi c'est quand? Ne m'en parlez pas. Vous ne connaissez pas l'enfer que je vis. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais alors, tu as prévu de faire quoi? Je vais finir peut-être par adopter un enfant. Je vais adopter. Comme ça, j'aurai un enfant. Tu es sûr que tu peux adopter? Oui, écoute, si c'est le cas, je vais le faire. Alors finalement, quand je suis tombée enceinte, c'était le paradis. J'imagine un peu. Non, je marchais plus, je planais. Je planais. Tu vas seulement pousser le ventre devant que regardez. J'étais enceinte. Enfin. Je mangeais comme une folle pour prendre les kilos. Comme je suis déjà folle, je prends prendre les kilos. J'ai tellement mangé, je mangeais comme dit, mais arrêtez, parce que là, ça ne va pas le faire. Donc, il me connaissait, j'étais toujours mince, je pesais toujours moins de 50 kilos. Là, je me suis retrouvée à 72 kilos. Le mec a dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais donc, le type qui est à l'intérieur là, il me demande simplement de marcher. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mange tout le temps. Pour qu'il soit à l'aise. Et je faisais comme manger. Moi-même, je ne comprenais rien. Je ne gérais plus rien. Mais je voulais tellement cet enfant que j'étais prête à sacrifier mon propre vie pour mon fils. Et je ne regrette pas. Parce que quand je regarde des bisous, les jeter maman et tout, j'ai dit, alléluia. Amen. Mais c'est un magnifique témoignage que tu viens de nous livrer là, Laetitia. C'est pour dire qu'il ne faut jamais désespérer. Et quand vous croyez Dieu comme faire à votre miracle, il finit par se réaliser. Et surtout, être patient, se donner les moyens. Alors, mais dans le combat d'une mère, c'est une autre histoire, quasi similaire, mais à une autre version. Alors, la grossesse se passait bien jusqu'à 4 mois de grossesse. Je vais faire donc les examens pour savoir quel était le sexe de l'enfant. Alors, en faisant les examens, mon ancien gynéco, parce que le premier, celui de Lyon là, celui qui voulait me faire l'ablation, là, me dit, mais madame, je crois que votre enfant a un problème. Alors, quel problème? Avec vous, il y a toujours quelque chose. C'est quoi cette fois-ci? Dites-moi tout. Mais il paraît qu'il a une grosse tête, je ne sais pas exactement, pour aller faire les examens, pour voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais faire les examens. Tout sort négatif, il n'y a aucun problème. Et après, je me suis dit non, avec ce mec-là, lui, il a toujours des histoires à dormir debout, je ne vais pas rester là avec lui. Je rappelle donc mon ancien gynécologue qui m'a fait un raclage, je vais le voir. Il fait les examens et tout. Vous êtes c'était un garçon. Moi, je voulais une fille. Mais comment un garçon? Mais attendez. Je voulais une fille pour qu'on se batte pour le maquillage, tout le reste. Quoi. Mais là, c'est un garçon. Mais bon, comme c'est un garçon, je voulais un enfant. J'ai un enfant. Je vais le prendre. En même temps. Alors, à la suite de l'échographie, il dit, il y a un problème. J'ai dit, docteur, pas vous. Il me dit, si, il y a un problème. Quel est le problème? Je ne saurais quoi vous dire parce que mes appareils ne peuvent pas vraiment distinguer. Bon, alors je vous envoie chez un confrère, vous allez le voir. Lui, il est spécialisé dans ça. Il va vous dire ce qui ne va pas. On arrive voir le collègue. Il fait l'examen. Cauchemar. Hernie diaphragmatique. Est-ce qu'on peut comprendre ce que ça signifie au Cameroun?
Alors, je ne sais pas comment je vais essayer un peu d'expliquer. On a un diaphragme ici. On a un diaphragme. Oui. Le diaphragme est situé où? Au niveau de... Oui, les auditeurs ne voient pas. Juste en bas des seins de la femme. C'est au thorax ici. Donc voilà. Alors, l'hernie, c'est une hernie générale, mais ça dépend où il peut se placer. Oui, alors, donc il s'est placé ici au niveau du diaphragme. Donc, ça comprime les poumons de se développer. Donc, alors, pour mon fils, ça a pris un côté droit. Donc, l'autre poumon n'a pas vraiment pu se développer. Et donc, il n'avait qu'un seul poumon dans ces cas-là, en fait. Alors, je retourne donc, je vois peut-être 6 professeurs, ils me sortent leurs histoires. Oh, mais madame, vous savez, vous devez mettre fin à votre grossesse. J'ai dit, il est hors de question. Hors de question, vraiment. Je pars, je revois l'autre, vous devez mettre... J'ai dit, mais vous avez un problème avec ma grossesse ou quoi? Mais vous savez, madame, avec cette pathologie, votre fils va être handicapé moteur, handicapé ceci, handicapé cela. Vous savez ce que j'ai dit? Vous savez quoi, docteur? L'eau, quand je suis née, le bois qui est chauffé l'eau comme à la veille, c'est le mangossi. Vous connaissez le mangossi? Non, j'ai entendu parler, le mangossi. Alors le mangossi. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle ici chez nous. Moi, je suis mangossi, je n'abandonne pas. Dites-moi tout ce que vous avez à dire là. Moi, je ne crois même pas à votre histoire. Parce que vous voyez, je vais vous dire une chose. Le gassier, il va que naître. Vous allez que le voir. Faites vos commentaires, faites vos trucs. Faites vos sciences là. Moi, je ne suis plus moi là-bas. Moi, je suis même plus là-bas. Si vous voulez même, je change même d'hôpital et tout. Mais moi, je ne suis même plus là-bas. Je suis en fait. Vous me demandez d'en arriver parce que le diaphragme ethnique a fait quoi. Non. Je ne suis même plus là-bas. J'ai dit, vous savez quoi, moi je demandais à Dieu un enfant. Je n'ai pas dit à Dieu, mon enfant doit être diamant, saphir, émeraude. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit paralysé, c'est le mien. Je prends. Mais les gens là m'ont regardé, ils ont cru que je n'allais pas bien. Je lui ai dit, bah, écoutez, au point où j'en suis, j'ai dit non. Et c'est non. Il n'y a rien à faire. Je vais garder mon enfant. Alors, c'était comme si les problèmes ne faisaient qu'arriver. Voilà, au bout de 5 mois, j'attrape une phlébite. Qu'est-ce que c'est? Une phlébite, en fait, c'est les cailloux de sang qui bloquent les haltères. Donc, j'arrivais plus à marcher. Je retourne donc voir le médecin. Je lui ai dit qu'il y a un problème. Il dit, oh, on vous a dit d'avorter, vous ne voulez pas. Ici, mais quel problème encore cette fois-ci? Ils font les examens, ils ne trouvent rien. Alors, mon petit frère à Toulouse, donc, comme il fait son école de droit, je l'appelle, je lui dis, gars, là, je crois qu'il faut que je commence à préparer mon testament parce que je crois que là, les jours s'approchent. Il me dit, mais comment ça, les jours s'approchent? Tu allais bien il y a 3 jours, mais là, j'ai dit, là, je vais hyper mal. Viens là immédiatement parce que mon testament, il faut que je le signe devant toi. Tu viens. Mais il dit, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon petit frère arrive. Il me voit que je n'arrive même pas à marcher. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas, mon gars. Trouve-moi une solution. Il appelle le médecin SOS médecin qui vient. Il vient me consulter à la maison. Il me dit, mais madame, c'est une phlébite. J'ai dit, vous êtes sûre? Mais je suis partie voir les professeurs, je ne sais pas quoi là-bas. Là. Il me sort une autre histoire. Mais il dit, madame, c'est une phlébite. Ok. Je reprends son ordonnance. Et ces examens, je retourne donc voir le professeur. Je lui dis, il y a un problème. Vous avez dit que j'avais rien parce qu'il fallait que j'avorte. Mais ce médecin, il dit que j'ai les phlébites. Alors, c'est quoi le problème? Alors il me dit, ok. Le phlébique, c'est quoi? Pour qu'on soit tous à la même longueur de sang. D'accord, voilà, les petits cailloux qui bougent les haltères. En fait, quand ça bouge, on ne peut pas s'asseoir. On a de ces douleurs, ça lance, ça pique. Et c'est les cailloux de sang. Et c'est les cailloux de sang qui peuvent même monter jusqu'au cœur. Après, arrête. Mort subite, quoi. Voilà, ça y est. Parce que ça monte dans le sang jusqu'au niveau du cœur, ça arrête le cœur, puis c'est fini. Alors, ce professeur, il refait les examens, il confirme alors maintenant que c'est phlébite. Voilà, ma part de cauchemar n'est pas encore finie. Madame, vous n'allez plus rentrer chez vous, vous allez rester alité ici, vous ne bougez pas, vous ne faites rien du tout, vous restez là comme un bébé, on vous lave, on vous nourrit, vous ne bougez pas. Waouh, c'est dur. C'est dur. Pas qu'un peu. C'est dur. Je suis restée alité 1 mois à l'hôpital sans bouger. Et il fallait que je reste comme ça jusqu'à la naissance du petit. Et là, tu as à combien de mois de grossesse? J'étais à 6 mois. D'accord. J'étais à 6 mois.
Alors, mon fils ne voulait plus rester à l'intérieur parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à s'alimenter. Quand il s'alimentait, il revomissait, donc il n'était pas bien. Oui. Il voulait impérativement sortir. À 6 mois. Et après, il y a notre professeur qui vient me dire, mais madame, vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Je dis, à quel point? Vous savez que s'il n'est là, il ne vivra pas. Je dis, oh, arrêtez-moi les histoires. Moi, je vous ai dit qu'il va vivre. C'est un petit lion. Qu'est-ce que vous me racontez des histoires? Moi, je ne suis pas avec vous. Laissez simplement qu'il arrive et après, on va voir. C'était comme si c'était quelque chose. Ça s'enchaînait. Je commençais à avoir les contractions. Ils ont essayé tout pour arrêter les empêchements, pour les empêcher, pour que je n'accouche pas avant. Parce que pour eux, si l'enfant naissait avant, prématuré, avec la pathologie, il n'allait vraiment pas vivre. Moi, je les disais, non, il va vivre. Laissez-nous les histoires, on connaît. Quelques jours plus tard, j'ai les contractions. Ils ont tout fait. Ils ne pouvaient pas arrêter. Ils m'envoient à la salle d'accouchement. Au bout de 10 minutes, le gars sort. Au bout de 10 minutes. C'est allé si vite. Au bout de 10 minutes, le gars est sorti. On aura la suite. Et quand le gars est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars sort, on prend le gars, on court avec. Moi, j'étais là, je ne savais plus comment ce qui s'est passé exactement. Alors, on l'a réanimé pendant 7 minutes pour qu'il revienne en vie. Alors, quand il est revenu en vie, on le ramène avec un bonnet jusque-là. On me dit, madame, faites un bisou à votre fils. Je fais un bisou à mon fils, je dis à mon fils chéri, t'es un lion. Un lion n'abandonne pas. Pas toi, jusqu'à ce que moi-même je confirme. Si te manque les forces, prends ici chez maman, je te donne tout mon grand, pas toi. C'était comme si mon fils m'avait écouté. Et on dit que les enfants entendent. Ah oui. Même dans le ventre. C'était comme si mon fils m'avait écouté. On a pris l'enfant, on met la couveuse, on amène, on branche les machines, tout. Entre-temps, je suis tombée dans le coma. Wow. Je suis tombée dans le coma. Quelle histoire. Je ne sais plus ce qui se passe. Je suis plus là. Si tu étais au pays, on allait dire la sorcellerie. La sorcellerie. Je ne suis plus là, je ne sais plus ce qui se passe. Vers 18h que je reviens parmi les vivants, la première des choses qui sort dans ma bouche, il est où mon fils? Wow. Et l'infirmière me dit, mais quel bébé? J'ai dit, mon bébé. J'ai dit, mais mon bébé, j'ai eu un bébé. Elle me dit, mais vous n'avez pas de bébé. J'ai dit, mais bien sûr, j'ai un bébé. De quoi elle parlait là? J'ai dit, mais j'ai un bébé. J'ai voulu me lever. Elle me dit, non, madame, attendez encore, vous pouvez pas vous lever. J'ai dit, mais j'ai eu mon bébé. Il est où mon bébé? Alors finalement, c'est là alors que la pédiatre vient me dire, oui, votre bébé est en néonatologie. Je dis, ok, bon. Alors, quand je vais aller voir mon bébé, elle me dit, mais calmez-vous, reprenez vos forces, après on va vous amener voir votre bébé. J'arrive là-bas, je vois mon fils. Oh là là, cauchemar, penché de partout, de la tête jusqu'aux orteils. J'ai dit, wow. Est-ce qu'à ce moment-là, Laetitia, tu ne t'es pas dit, mon Dieu, est-ce que ce sera comme ça toute sa vie? Non, non, franchement, non. Parce qu'en fait, pour moi, je m'étais dit que comme il est né et qu'il est toujours là, il respire, parce qu'il fallait qu'on l'opère. Donc, une fois opéré, les choses allaient entrer dans la normalité. Alors que, le cauchemar ne faisait que commencer. Voilà. Que commencer. Et tout à l'heure, tu vas nous raconter la suite de ton cauchemar. Mais d'abord, on va te pousser cette petite musique, ainsi qu'à toutes les femmes qui cherchent des enfants. Inspirez-vous de l'histoire de Laetitia. On aura la suite tout à l'heure. C'est trop passionnant. Il n'y aura pas de fourreau. Il n'y aura pas de fourreau. C'est trop passionnant. C'est même pas ça, Manon. Et regarde, tu es Non, je regarde juste pour que... Donc, je mets cette chanson pour toi, Laetitia. Merci, c'est gentil. Voilà. L'histoire est vraiment touchante. C'est pour mettre les gens sont dit à la oh, Cathy, oh. Là, c'est que écouter me faisait souvent. Quand je vais déjà raconter, il y a la suite dans un instant. Les gens appellent. Mais Didier, tu n'es pas sérieux. Laisse-la raconter. En fait, je suis en train de dire la dernière partie de l'émission pour que. Parce que c'est une histoire. Il faut avoir la foi. On va revenir.
C'est la vie de Henri D. Courguet, une chanson également de beaucoup d'espoir et un message plutôt très très fort. Alors Laetitia, tu nous racontes, on rappelle que Laetitia est une écrivaine, elle a décidé de venir nous raconter son histoire et tout à l'heure, elle nous a déjà fait donner du début jusqu'à la fin. Je rappelle qu'elle a les problèmes, elle avait des problèmes de fertilité autant pour moi et là, elle est tombée enceinte. Une fois enceinte, on lui dit que l'enfant souffre d'ethnie diaphragmatique et il faudrait qu'elle se fasse avorter. Elle a refusé parce que les médecins estimaient que c'était une grossesse à risque. Elle pouvait perdre cet enfant et elle pouvait perdre sa vie. Elle a dit « je n'avorterai pas ». Et quand elle a accouché, elle tombe dans le coma et se réveille et demande son enfant. Elle va voir son enfant pour la première fois. Il est branché de partout. La suite de l'histoire, Laetitia. Alors, donc, je vois donc le médecin de service de néonatologie qui me dit, d'accord, avec la pathologie, normalement, l'opération du petit est prévue dans 2 jours, mais l'opération se fera tout juste à néonatologie parce qu'on ne peut pas l'amener au bloc vu son état de santé et qu'il avait un problème de respiratoire aigu, en fait, parce qu'avec l'hernie, donc il n'a pas eu les 2 poumons, donc il a eu un problème respiratoire aigu. Ok, bon, je dis ok pour l'opération, il n'y a pas de problème. Après finalement il me dit, mais madame, vous savez, votre fils ne tiendra pas. Je dis ok. Même ici encore, vous aussi, c'est quoi le problème? Vous avez le démon en vous, quoi. Il va vivre. Je vous dis qu'il va vivre. Vous allez me confirmer ça plus tard. Alors, 2 jours après, on opère le petit sort après, il m'appelle encore, il me dit, madame, vous avez vu comme ça, je crois qu'il ne tiendra pas jusqu'à demain. Je dis, docteur, s'il vous plaît, je peux vous demander un service. Vous dites que mon enfant, il n'a que 24 heures de vie. Si vous accordez jusqu'à 72 heures pour voir un peu ce que ça peut donner. Il m'a dit, d'accord, on va pour 72 heures. 24 heures passent, mon fils est en vie. 48 heures, mon fils est en vie. 72 heures, mon fils est en vie. Je suis retournée le voir. Je lui dis, vous voyez, ce garçon que vous voyez là, je vous jure qu'il va vivre. Il va vivre. Et vous allez le voir courir. S'il viendra vous voir à l'hôpital, vous allez le voir courir parce qu'il va vivre. Là même, il n'y a même pas de doute. À l'hôpital, tout le monde me prenait pour cingler, folle. Limite, même on m'aurait enfermé chez les dingues. J'étais là avec ma Bible. Je montais le couloir de l'hôpital avec ma Bible, je priais. Je n'avais jamais autant prié de toute ma vie. Dieu était avec moi, j'ai prié, j'ai dit, aïe. Finalement, l'opération s'est bien passée, l'enfant, il faisait que... Ça allait de jour en jour, il prenait un peu de poids, mais il était toujours branché parce qu'il avait vraiment besoin d'oxygène, parce qu'il ne pouvait pas respirer seul. Donc, il est resté branché pendant plus de 3 mois. Alors, plus il grandissait, il a pris un peu de poids, mais à un moment donné, la sonde qu'il avait au nez, qui envoyait l'oxygène jusqu'à ses poumons, ne tenait plus parce qu'un néonat, il était déjà sorti du cadre de néonatologie en fait. Donc il fallait donc qu'on trouve une solution. Alors les médecins m'appellent pour me dire qu'on va essayer un peu de débrancher les machines pour voir s'il peut essayer de respirer seul. Est-ce que vous... Je dis ok, essayons. De toute façon, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Il débranche la machine, alors il fallait qu'il respire seul. Ils m'ont dit qu'il lui laisserait 30 minutes, s'il n'arrive pas à respirer seul, on va le rebrancher les machines. Je dis on y va, on débranche la machine. Je lui ai dit que mon fils va respirer seul. Ils ont débranché la machine. Il a respiré seul. Pendant 45 minutes, il a tenu bon. Vers 47 minutes, il a commencé à basculer un peu. Les machines qui commençaient à sonner de partout. Il dit, madame, j'ai dit non. On se calme, je maîtrise. Ici, personne ne touche. À mon enfant. On se calme, je maîtrise. Mon fils était tombé à 45% d'oxygène, il est remonté à 100%. Les gens m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, mais quel est votre problème? J'ai dit, si moi-même je savais, est-ce qu'il serait ici avec moi? Moi-même je ne sais pas. Moi-même je ne sais pas. Moi-même je suis simplement là pour dire les choses qui sortent de ma bouche. Après, je ne sais pas. Je ne sais rien. Ouais. Voilà comment mon fils a donc commencé à respirer seul pendant quelques jours. On nous enlève dans de néonatologie pour aller aux soins intensifs. Arrivé là-bas, je me dis, ah ça y est, finalement, on va rentrer à la maison. Ah non, c'était simplement dans ma tête. 2 semaines plus tard, boum, rechute, retour casse départ.
c'est pareil, machine, oxygène, tout ce qui crie de partout, j'arrivais plus à gérer. J'étais plus dans ce monde, je ne sais plus où j'étais comme perdue. Je me voyais à la maison, et là je retourne en arrière. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais plus, il y avait quelque chose en moi qui m'a dit, tu te bouges et tu reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. Arrivé là-bas, on me dit, mais madame, vous savez, finalement, vu la situation, franchement, il faut le débrancher, laisser le partir. J'ai dit, pardon. J'ai dit, mais vous êtes sérieux? Oui, mais madame, voyez vous-même, vous êtes fatiguée, lui-même est fatigué. Je lui dis, vous savez quoi? Oubliez ma fatigue, d'accord? Faites comme si moi, je ne suis même pas là. Voilà. Le gars là, il se bat pour rester en vie. Il respire, il se bat. Et vous voulez que moi, je vous donne l'autorisation de le débrancher, mais ça ne va pas la tête. Hein? Il est hors de... Méfiez-vous, si j'arrive ici, simplement que je suis partie faire pipi, j'arrive ici, tout que... Vous allez parler comment vous allez me sentir. Vous allez m'entendre passer. Vous savez à qui vous avez affaire. Faites attention, je ne me le répéterai pas. Débranchez, je vais vous tuer de mes propres mains d'abord et je laisse la police faire le reste. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Là, on comprend que tuer, c'est juste dans la colère, hein. C'est pas comme si elle allait vraiment tuer. Donc, alors, mon fils continue à se battre. Finalement, les jours passent, tout va bien. Et après, il revient, il dit, mais madame, vous ne pensez pas que c'est mieux? J'ai dit, mieux pour qui? Pour qui? Pour vous? Pour vous, pour moi. Mais oui, mais le petit, il souffre, J'ai dit, je vous ai dit, oubliez-moi, je n'existe pas, je ne suis même pas ici. Laissez le gars se battre, il fait son affaire, laissez-le. Et finalement, il a fait combien de temps à l'hôpital avant de retourner? À quel moment il s'est stabilisé? Quand on est retourné à Néonat, il a fallu 2 semaines. Et alors, finalement, il y a un médecin qui est venu par là. Un médecin des gardes, très gentil. Il parlait avec moi, il me dit, mais est-ce que vous savez qu'il y a une solution? J'ai dit, papa, pardon. Communique-moi la solution. Venez ici, dites-moi la solution, c'est quoi? Il me dit, mais la solution, c'est qu'on peut faire un trachéo à votre fils pour passer l'oxygène par la gorge. Comme le nez, il s'est développé, il a grandi, l'oxygène, il n'arrive plus à prendre tout l'oxygène. J'ai dit, papa, moi, je prends la solution. Tout ce qui est positif, moi, je prends. Il me dit, d'accord, ok, on vous a envoyé le médecin, l'urologue qui s'occupe de ça. Après, l'urologue vient me voir, il me dit, ok, on va l'opérer, mais à une condition. Encore, condition. Cette fois-ci, c'est quoi? Il faut qu'il pèse 3,5 kg. Et là, il pesait combien? 2,5 kg. Il fallait encore 1 kg. Ah là là. C'est ma part là-bas. Ça n'a pas été facile. J'ai repris ma Bible. J'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit à Dieu, toi et moi, là, one day. Si moi, j'abandonne pas, toi aussi, tu n'abandonnes pas. On va qu'arriver. J'ai prié. Finalement, ça s'est bien passé. J'ai vu mon fils prendre les kilos comme ça, il prend les grammes. Bam, quand on pèse 3 kilos. Il manque 500 grammes. 500 grammes encore. Après, le docteur revient. Enfin, s'il fait 3 kg 250, on la met au bloc. J'ai dit, ok, 3 kg 200, ça va le faire. Je reste là, je me concentre, je prie jusqu'à pleurer. J'étais épuisée, j'ai dit, ça y est, c'est ma part là-bas. Ici, si elle ne le fait pas, ça y est, c'est fini. Au finish? Je rends les armes. Mais il prend ces 3 kg 300. Après, le médecin ok, on va l'opérer, on prépare tout, on l'opère, tout se passe très bien. On nous emmène maintenant au soins intensifs. On ne pourrait plus rentrer à Néo. Alors voilà, après ça, l'opération, l'autre médecin nous dit, oh, mais il ne tiendra pas, il va mourir. J'ai dit, voilà. Encore et encore. Mais à quel moment tout ce cauchemar s'est arrêté? Normalement, définitivement? Oui. Ben, au bout d'un an, à l'hôpital avec mon fils, on est sorti, on est rentré à la maison, tout se passait bien, on avait une vie normale. Voilà. Jusqu'à ce qu'il a rechuté. Ah bon? Il a quel âge? Aujourd'hui, il a quel âge? Il a 6 ans et demi. Wow. C'est un beau petit garçon, c'est l'amour de ma vie là-bas. Franchement, Laetitia, je pense qu'on va ouvrir le téléphone là pour permettre aux auditeurs de s'exprimer face à ce miracle de la vie. C'est aussi 55, 67, 55, 68, il y a aussi 80, 42, 84, 84. Le miracle de la vie et le combat d'une mère. Et le combat d'une mère, surtout. Durant tout son récit, on entend, on suit comment ça se passait. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a toujours été
été forte, elle a gardé confiance en elle, en ses croyances. Et je ne sais pas si à un moment donné, parce que dans tout son récit, je n'entends pas à un moment d'être le père du bébé. Je ne sais pas s'il était là pour t'accompagner. C'est vrai, tu as parlé à un moment de ton frère, ta famille, parce que prendre tout ça toi seul, comment est-ce que tu es arrivé à supporter tout ça? Ou alors il y avait des gens qui te soutenaient au quotidien? Mais on rappelle que le numéro c'est le 655 67 55 68. Que pensez-vous de cette magnifique histoire de Laetitia, une histoire de vie, un miracle de la vie? Non, en fait, le père était là, mais sauf qu'il est un peu il est de nature un peu momolle en fait. Il n'est pas comme moi. Moi, je le fais à moi. Donc lui, il était là, comme on disait, à bord, il disait ah oui, mais tu sais, c'est les médecins, ils ont raison. J'ai dit toi, barre-toi. Oh là là. Alors il revient encore quand l'autre dit, j'ai dit tu sais, c'est quoi ton problème? C'est moi, c'est mon enfant, il est paralysé, handicapé. Va-t'en, va. On va prendre, voilà, ils sont nombreux. On attend vos réactions par rapport à cette histoire, à ce récit, à une vie. Voilà, c'est une vie. Et on rappelle que Laetitia a couché toute cette histoire dans un livre. Allô, allô, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Non, elle est absente. Bonjour. Oui, papa, on me voici. Merci beaucoup, merci. Ah oui. La vie n'a pas de prix. Merci beaucoup Serge Atangana. Quelqu'un d'autre est là, le bonjour. Quelqu'un d'autre est là, voilà, il faut raccrocher et rappeler parce que quand il y a bousculade au niveau du standard, voilà, quelqu'un est là, allô, bonjour. Ma chérie, comment est-ce qu'on t'appelle, chérie? Bonjour, merci. C'est Lani. Ah, c'est Lani, oui. Amen. Le vrai Hemley, ma soeur, le vrai. Merci beaucoup, Célanie. Quelqu'un d'autre est là?